La série Mad Men a permis au grand public de pénétrer dans les coulisses enfumées de l'univers de la publicité. Advertising is based on one thing: happiness. Inspirée d'une époque et de lieux authentiques, elle rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont donné ces lettres de noblesse à l'art de la promotion commerciale et transformé la culture américaine. Dans les années 1970, une guerre impopulaire et un scandale au plus haut sommet de l'État plongent les Américains dans l'incrédulité et le désarroi. Personne n'a envie de faire de la publicité en temps de crise. Les publicitaires suscitent la méfiance et les autorités répliquent avec une batterie de mesures extrêmement strictes. Après ça, la publicité a changé du tout au tout. Des voitures explosaient. Dans un monde incertain, la publicité doit vendre un tout nouveau produit, l'intégrité. La publicité a longtemps entretenu des relations compliquées avec l'intérêt du public. I thought we could drop one off the Eiffel Tower with a countdown, like the moonshot, and show how it doesn't break. But it would, wouldn't it? Probably. The government has prohibited us from doing things like that, Peggy. They feel that it is not in the public interest. Dans les années 1970, la publicité connaît une métamorphose. L'idée moralement discutable, c'était de vendre à tout prix. With Wonder, good nutrition doesn't have to be whole wheat. Et le gouvernement est intervenu. Vous ne pouvez pas dire ça. Introducing new, perfect, great cure, comfortable, effective. Vous ne pouvez pas dire que tel produit fait grandir. Vous ne pouvez pas dire que tel produit dure plus longtemps, que tel autre fera mieux marcher votre voiture. Dans les années 1970, la révolution créative fait place à une révolution régulatrice. Les publicitaires de Madison Avenue ont un nouveau défi à relever: dire la vérité et restaurer la confiance. Les consommateurs qu'ils veulent toucher sont des baby-boomers qui atteignent leur majorité au milieu des années 1970 et constituent un énorme marché. La révolution créative continue malgré tout de parler un langage que ces consommateurs peuvent comprendre. Alka-Seltzer invents a new disease, the blahs. The blahs is kind of like the blues. La créativité qu'ils vendent, c'est de l'art, du sens, de l'authenticité. Mamma mia, that's some spicy cut spicy meatballs, Jack. Ils ont cassé tous les codes. Les créatifs ont pris le pouvoir. Ils ne sortaient pas des grandes écoles. C'était des Grecs, des Juifs, des Italiens qui proposaient des publicités audacieuses, intéressantes, drôles, impertinentes. L'histoire d'amour entre les publicitaires et l'anticonformisme a encore de beaux jours devant elle dans les années 1970. On commençait à voir des pattes d'éléphant et des cheveux longs, des références plus appuyées à la contre-culture. Mais l'idéal hippie se heurte à une réalité cruelle. Les années 1970 font vaciller le pays sur ses bases. I'm not a crook. I've earned everything I've got. Il y a d'abord le choc du Watergate avec un président qui démissionne en pleine disgrâce. Et ensuite, il y a la fin de la guerre du Vietnam, qu'on perd très salement. La crise de confiance est énorme dans les années 1970, à tous les niveaux de la société. L'historienne Catherine Gourlet est étudiante à l'époque. Je me revois feuilleter les pages du magazine Life et tomber sur des photos de soldats qui avaient été blessés ou tués. Et je me rappelle qu'un de mes amis m'a dit « Il se passe plus de choses là-bas qu'on veut bien nous le dire ». L'économie ne se porte pas bien non plus. Il y a eu le boom de l'après-guerre, et puis la situation s'est tassée. Dans les années 1970, on a vu apparaître l'indice d'appauvrissement, un chiffre qui indique la pauvreté de la population. Et en conséquence, les gens dépensent moins. Les publicitaires en prennent note. Ils doivent réécrire les règles. Je ne peux pas vous dire que la science et les institutions nous préparent un avenir radieux en 1970, car ce message ne correspond plus à la manière dont les gens envisagent le monde. Les publicitaires sont considérés comme en partie responsables du problème. Ils tombent de leur piédestal et suscitent désormais la méfiance.
Le métier de publicitaire est devenu une profession très décriée. Soyons honnêtes, énormément de pubs consistaient à déformer la vérité de la manière la plus convaincante possible. Certains produits mettent en évidence les limites de la publicité. Tous les publicitaires sont là. Je peux vendre n'importe quoi qui n'a aucune utilité, aucun goût, je m'en fiche, car un mauvais produit causera lui-même sa perte. Dans les années 1970, quelques-uns de ces produits donnent du fil à retordre aux agences de Madison Avenue. On a fait une campagne pour un produit appelé Malt Duck. C'était une bière aromatisée au raisin, très mauvaise. De temps en temps, il arrive qu'on ait un produit sans qualité particulière. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comme dit Don Draper, une recette que Jen Azam applique avec succès pour cette campagne. Si vous arrivez à faire une pub qui plaît au public, il achètera le produit. How to order a round of delicious malt duck for the house. My friend here would like to order a round of delicious malt duck for the house. Les gens achètent de la Malt Duck parce qu'ils trouvent la publicité réussie. Mais quand cette dernière cesse d'être diffusée, les ventes dégringolent. Moralité, quand un produit est vraiment mauvais, la publicité n'est pas toute puissante. Pour certains publicitaires, la solution consiste à trouver un slogan, n'importe lequel. The electricizer. For a slimmer, better you. Un appareil, le Rolex A6 fait une apparition dans un épisode de Mad Men. Créé dans les années 1940, il est encore présent sur le marché américain dans les années 1970. Il promet une perte de poids pendant notre sommeil grâce à des stimulations électriques. En réalité, il n'a aucune propriété amincissante, mais il se vend parce qu'il a une toute autre utilité dont la publicité ne peut pas parler. Voici deux exemples de Relax A6. La publicité pour ce produit était, disons, intrigante et suggestive. Ici, par exemple, on a des mannequins de sexe masculin et féminin. En fait, c'était un vibromasseur. Et bien entendu, on ne pouvait pas le vendre en ces termes. Mais le message implicite avait une connotation sexuelle. On ne pouvait pas dire que cet appareil ne faisait rien, mais il ne remplissait pas la fonction pour laquelle il était vendu. Mais si ses vertus cachées lui assurent de bons chiffres de vente, une étude de l'Office américain de contrôle des produits alimentaires et pharmaceutiques révèle que cet appareil peut provoquer des symptômes de sclérose en plaques, des crises d'épilepsie et même des fausses couches. Il est immédiatement retiré du marché. Ces messages trompeurs ne font pas que saper encore un peu plus la confiance du consommateur dans la publicité. Cette défiance prend un tour juridique dans les années 1970, quand le gouvernement met en place des mesures visant à encadrer la profession. Une décision qui va ébranler l'industrie tout entière. La Federal Trade Commission, ou FTC, régule la publicité. C'est une agence gouvernementale de contrôle. Dans les années 1970, la FTC a mis au point une doctrine légale qui disait « Si vous affirmez quelque chose, vous devez être en mesure de le prouver ». Et cette clause a changé la publicité du tout au tout. Mais de fausses déclarations peuvent malgré tout marquer durablement les esprits. Oh, it's so strong. Le Listerine arrive sur le marché en 1914 à titre d'antiseptique chirurgical. Il devient le premier bain de bouche jamais commercialisé. Pendant des années, ces fabricants affirment que le bain de bouche Listerine prévient et guérit les rhumes et les maux de gorge. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. En 1976, la FTC les rappelle à l'ordre. Le Listerine est un cas d'école, car la FTC disait pour la première fois « Il va y avoir des conséquences. Vous allez devoir faire des publicités rectificatives. » L'entreprise doit non seulement promouvoir son produit, mais aussi rétablir la vérité. Listerine works hours longer than the number 2 mouthwash. While Listerine will not help prevent colds or sore throats or lessen their severity, tous les consommateurs ne renoncent pas à acheter du Listerine pour autant. Il existe un phénomène en psychologie appelé le biais de confirmation, qui consiste à entendre une information et à rester convaincu que cette information est vraie, même si on apprend plus tard qu'elle ne l'est pas. La loi ne peut rien changer aux croyances profondément enracinées. Mais elle peut demander des comptes aux publicitaires.
Il y a un conflit constant entre le Congrès, les organismes de contrôle et l'industrie publicitaire, afin de déterminer si les limites sont dépassées. I just don't know what we have to do to make these government interlopers happy. They tell us to make a safer cigarette, we do it, and then suddenly, that's not good enough. Might as well be living in Russia. Damn straight. Dans Mad Men et dans La Vie, le tabac est l'un des plus gros budgets publicitaires de tous les temps. 10 ans de recherche médicale ont permis d'établir que le tabac provoquait le cancer. Et en 1970, le Congrès crée une onde de choc en interdisant la publicité pour les cigarettes à la télévision et à la radio. Cela a complètement bouleversé l'industrie publicitaire. Le tabac avait été un élément fondateur de la publicité à la télévision. Pendant des décennies, l'industrie du tabac s'est appliquée à promouvoir la cigarette dans tous les aspects de la vie. À la télévision, au cinéma, à l'armée et bien sûr au bureau. Just a minute, girls. It's almost your turn. Si la série Mad Men a eu autant de succès, c'est parce qu'elle permettait de mesurer à quel point les choses avaient changé. Les gens fumaient plusieurs paquets par jour. On pouvait fumer partout. C'était aussi naturel que prendre une tasse de café, et même plus fréquent. Betty, notamment, était un personnage extrêmement dépendant au tabac. January le savait. On en a discuté, elle fumait de cette manière. C'était l'équivalent de l'alcool pour Dawn. Face à cette brutale interdiction, les cigarettiers ripostent. L'Institut du tabac a pour but de promouvoir la cigarette et de remettre en cause les études scientifiques démontrant les dangers pour la santé. Une véritable guerre d'images commence. Volumes of medical research is compiled here at the Tobacco Institute to be read and analyzed constantly. Ils étaient diaboliques. Chaque fois que quelqu'un faisait une découverte sur la dangerosité des cigarettes, l'Institut du tabac répliquait. Le lobby du tabac dépense sans compter afin de désigner d'autres causes possibles au cancer du poumon et aux maladies cardiaques. Pour les consommateurs, qui sont 1 sur 3 à fumer au début des années 1970, la disparition des publicités pour le tabac à la télévision fait l'effet d'une douche froide. Les publicités joyeuses et frivoles qu'ils avaient plaisir à regarder n'étaient finalement pas si légères. Elles sont devenues illégales. Tout à coup, vous comprenez que ces pubs comportaient toutes sortes de choses insidieuses. La publicité vendait le rêve américain et désormais, la population n'y croit plus. Well, unfortunately, we've discovered that the cancer has spread from the lung. I wish there was better news. Les agences de Madison Avenue craignent le pire. Face à la vigilance accrue des organismes de contrôle du gouvernement et à la méfiance du consommateur, les publicitaires doivent absolument trouver un second souffle. À la fin de la série Mad Men, Don Draper, le publicitaire roi des années 1960, est au plus mal. Il se réfugie dans un ashram en Californie où il trouve une sérénité inattendue et l'inspiration. J'ai toujours su que Don finirait dans un endroit comme celui-là. 4 ans plus tôt, j'étais dans mon bureau en train de réfléchir au dénouement et je l'imaginais déjà en train de faire des Om. J'ai entendu la pub dans ma tête. J'ai entendu cette chanson et je me suis dit, bingo. C'est la plus belle pub jamais réalisée. Et elle permettait de faire comprendre subtilement au public que Don était de retour. Don Draper trouve son second souffle dans une nouvelle génération pleine d'entrain, de créativité et d'optimisme, dont l'esprit est résumé dans une authentique publicité pour Coca-Cola. Son idée est une publicité qui ne met pas tout le monde dans la même case, qui célèbre l'individualité de ce groupe de gens incroyables et tous différents, qui chantent ensemble pour Coca-Cola. Vendre du Coca-Cola, associé à un produit à l'amour, c'est une chose à laquelle Don a toujours résisté, parce qu'il pense que c'est une niaiserie. Il s'avère que désormais, c'est au goût du jour. I'd like to build the world a home and furnish it with love.
Le vrai publicitaire à l'origine de ce spot est Bill Baker. L'idée lui est venue en observant un groupe de voyageurs en train d'attendre leur vol autour d'un Coca-Cola. C'était un produit qui disait « On peut être un catalyseur social. On peut réunir les gens et ouvrir le dialogue. Parfois, la communication est plus facile si on s'assoit autour d'une bouteille de coca et si on se regarde dans les yeux. » On a tendance à considérer que c'est opportuniste parce que c'est dans une publicité. Mais il n'était pas obligé de le faire. Il existe plein d'autres manières de vendre ce produit. Je crois que notre posture ironique nous empêche de mesurer à quel point cette pub était révolutionnaire et à quel point ses intentions étaient bonnes. 2 ou 3 ans auparavant, il aurait été impossible de voir des Blancs et des Noirs réunis dans une publicité. Et là, c'était le cas. J'avais 11 ou 12 ans quand cette pub est sortie, et elle m'a sidéré. C'était un groupe d'une grande diversité, pas seulement physiquement, mais aussi d'un point de vue vestimentaire. Ce n'était pas une pub pour mes parents. Ce que les gens voient à la télévision peut influencer la société, pour le meilleur et pour le pire. La fameuse publicité qui célèbre l'amour est diffusée au cours de l'une des journées les plus meurtrières de la guerre du Vietnam. Je pense qu'une prise de conscience globale était en cours. Et c'était en partie lié aux nouveaux médias, à la nouvelle façon de couvrir les informations. Le Vietnam était l'une des premières guerres à être couverte presque en direct. Plus les gens avaient accès à l'information, plus ils se demandaient si le gouvernement avait réellement leurs intérêts à cœur. Méfiance à l'égard du gouvernement, méfiance à l'égard de l'industrie publicitaire. Les défenseurs des consommateurs essaient de demander des comptes à l'un et à l'autre. On était très ouvert à la régulation dans les années 1970, car on avait le sentiment, en tant que nation, que la situation était tellement dangereuse et incertaine qu'il fallait que quelqu'un intervienne et s'occupe de nous. Ralph Nader est le chef de file de ce mouvement de défense des consommateurs. Il se fait connaître en 1965 avec son livre « Ces voitures qui tuent » qui s'en prend violemment à l'industrie automobile. Dans les années 1970, il fonde une association de défense des consommateurs, Public Citizen, et s'intéresse de plus en plus près à la publicité. La régulation aux États-Unis est un mouvement authentiquement citoyen. Et Ralph Nader en était le porte-drapeau. Avocat diplômé de Harvard, Ralph Nader s'associe à 7 étudiants en droit pour former le collectif Nader's Riders et publie un rapport cinglant mettant en cause la FDA et son manque de transparence à l'égard des consommateurs. Au début des années 1970, le groupe se spécialise dans la révélation de différentes affaires de fraude. One can imagine what would happen if people could see what goes into their processed food products. Ralph Nader était une force de la nature. Il adressait ce message selon lequel le monde était encore plus dangereux que ce qu'on imaginait. Il disait « Vous pensez que les choses vont mal, vous n'avez encore rien vu. Votre voiture va vous tuer. » Quelques années plus tard, des voitures explosaient, ce qui a donné encore plus de poids à son point de vue. En 1973, Ralph Nader et Byron Bloch, un expert en sécurité automobile, affirment que le système de carburant défectueux de la Ford Pinto a provoqué de nombreux cas de brûlures et de décès parmi les propriétaires de ce modèle. Ford avait connaissance du problème, mais n'a rien fait. Byron Bloch en a trouvé la preuve. J'ai trouvé une lettre de la Ford Motor Company disant que, moyennant $11 par voiture, ils pouvaient éliminer le risque d'incendie en cas de tonneau. Mais que cela n'en valait tout simplement pas la peine, car seulement 180 personnes par an mouraient brûlées dans ce type d'accident. Il chiffrait à $200 000 chaque décès par brûlure. L'argument de Ford était que ce n'était pas rentable économiquement. Il préférait laisser les conducteurs mourir. La réparation coûtait $11, mais cela ne valait pas le coup. Laissons les gens brûler pour rien. Les révélations des 2 hommes font l'effet d'une bombe au sein de l'industrie automobile. 1,5 million de Pinto sont retirés du marché et l'affaire est portée devant les tribunaux. Pour la première fois de l'histoire, une entreprise, la Ford Motor Company, est accusée d'homicide. Qu'on le veuille ou non, la cupidité est une tendance humaine universelle. Mais si vous me mettez des bâtons dans les roues, je vais y réfléchir à 2 fois.
La nouvelle réglementation pousse également les publicitaires à y réfléchir à deux fois. En optant pour des messages simples et directs, les agences de Madison Avenue tentent de restaurer la confiance des consommateurs. Les agences de pub ont fait un gros effort pour s'éloigner de tout ce qui pourrait paraître exagéré, pour éviter que de nouvelles lois soient promulguées. En matière de budget publicitaire, les entreprises ne regardent pas à la dépense et l'agence J. Walter Thompson franchit même la barre du milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. Mais les clients de longue date se montrent de plus en plus pointilleux. Avant, on avait une agence attitrée, comme dans Mad Men, et on restait avec elle pendant des décennies. Mais désormais, dans un contexte économique très instable, c'est l'agence qui est mise en cause. Et le client n'hésite pas à aller chercher de nouvelles idées ailleurs. La concurrence est acharnée. Perdre un client était jusqu'alors marginal, mais dans les années 1970, ce phénomène devient une véritable hémorragie. Un quart des budgets publicitaires changent d'agence. L'avenir de l'économie américaine s'assombrit. Une crise énergétique s'installe. En 1973, des producteurs arabes de pétrole interdisent les exportations vers les États-Unis, déclenchant une récession dans tout le pays. Il y avait des files d'attente interminables aux stations-service. Un grand climat d'inquiétude régnait dans les années 1970, et cela s'est traduit par une baisse de la consommation. Personne n'a envie de faire de la publicité en temps de crise. Comme le pétrole est à la base de l'économie américaine, tout est ralenti, et notamment la publicité. Les clients attendent davantage de responsabilité et de rigueur de la part des publicitaires, et moins de folie dans leur création, car ils n'ont aucune garantie de succès. Une nouvelle approche consiste à montrer la réalité sans détour. En 1973, la compagnie américaine Mobil redore son image en mettant un visage sur la crise pétrolière. Une série de 12 spots publicitaires de 3 minutes, tournés à la manière d'un documentaire et diffusés sur les chaînes nationales. On découvre des ouvriers courageux qui travaillent sur ces puits de pétrole et qui disent « Je brave le vent, je brave le danger ». C'était astucieux de la part d'entreprises comme Mobil qui ont réussi à se fabriquer une image de marque. Le message est habile. Vous trouvez compliqué de vous procurer de l'essence? Voyez plutôt comment nos hommes se démènent pour extraire du pétrole. C'est ce qu'on appelle la publicité engagée. C'est considéré par certains comme une formidable opération de relations publiques. Mais d'autres estiment que c'est très insidieux d'influer sur l'opinion à travers le message véhiculé par la publicité. Cette campagne est un succès qui démarque Mobil des autres compagnies pétrolières concurrentes. Dans ce contexte difficile, les clients des agences de publicité n'hésitent pas à exiger des résultats et des données pour les justifier. Dans les années 1970, les publicitaires découvrent qu'ils peuvent utiliser la technologie informatique pour obtenir des données, traiter des chiffres et prouver à leurs clients que ce qu'ils font constitue une vraie valeur ajoutée. Le positionnement est le nouveau mot d'ordre. Les publicitaires essaient de positionner le produit par rapport aux autres marques. On va faire une publicité qui dit que tel produit fait ci et que tel autre produit fait ça. Maintenant, à vous de choisir, et nous allons vous aider à faire votre choix. En 1975, Pepsi illustre parfaitement cette problématique du positionnement avec une campagne conçue par l'agence BBDO qui oppose Coca-Cola à Pepsi au cours de séances de dégustation. La fameuse guerre du cola bat son plein. Et cette fois, c'est Pepsi qui décroche la victoire. La guerre du cola est très intéressante car il s'agit de promouvoir un produit très simple. La différence entre les deux marques concurrentes doit être créée de toutes pièces. Pepsi est dans une situation impossible face à Coca-Cola, car Coca-Cola est déjà en tête. Il y a un vrai avantage à être le premier leader sur le marché. Pepsi n'a pas d'autre choix que d'essayer de faire en sorte de paraître plus populaire, plus présent,
plus présent qu'il ne l'est vraiment. Pepsi organisait des dégustations à l'aveugle pour prouver aux gens qu'en fait, ils préféraient le Pepsi au Coca. Nationwide, more people prefer Pepsi over Coca-Cola. Yeah, I am surprised. My mother always told me there was no difference in taste of Coke and Pepsi, but there is. Take the Pepsi challenge. Let your taste decide. Pepsi's better. It made my taste buds feel good. Apparemment, les consommateurs ont tendance à préférer le Coca-Cola au Pepsi quand ils voient l'étiquette, mais à choisir Pepsi quand ils goûtent les sodas à l'aveugle. C'est une théorie scientifique appelée le Pepsi paradoxe. Perdre le défi Pepsi est certainement ce qui a poussé le leader du marché à lancer un nouveau Coca-Cola 10 ans plus tard. From today, there's a new taste, a new standard against which colas will be judged. Cette opération sera un échec, peut-être le plus célèbre flop commercial de l'histoire. Au milieu des années 1970, la crise économique donne naissance à une nouvelle catégorie sociale à laquelle les publicitaires ne tardent pas à s'intéresser. Les femmes, et plus précisément celles qui travaillent. À l'époque, l'économie américaine, si robuste dans les années 1960, stagne. En 1975, l'inflation s'élève à près de 12% et le chômage atteint son plus haut niveau depuis 30 ans. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 13%, ceux de l'énergie de plus de 30%, et le pire reste à venir. Comme tous les salaires américains, les salaires des classes moyennes ont tendance à baisser dans les années 70. Beaucoup de femmes travaillent, car 2 revenus sont nécessaires pour subvenir aux besoins du foyer. C'est une réalité financière qui produit un tout nouveau marché pour les publicitaires, la femme active. La publicité trace le portrait d'une consommatrice qui ne se refuse rien. À l'époque, c'était révolutionnaire et très audacieux. Aujourd'hui, on peut trouver ça ridicule et en rire. Mais à ce moment-là, c'était très fort. La publicité intronise la femme libérée, au risque d'en faire un peu trop. Je regardais ça à l'époque et je me disais, oh, la publicité avait tendance à aller un peu trop loin. Ce concept surfe sur le mouvement féministe. Le message c'est « Je peux faire ce que je veux, je peux tout faire ». Mais bien sûr, c'est impossible, et je ne pense pas que ce parfum vous y aidera. C'est utopique d'imaginer qu'une femme puisse avoir toutes ces choses, mais à l'époque, c'était ce à quoi toutes les femmes aspiraient. Cette nouvelle image est peut-être irréaliste, mais les décennies de marketing à destination des femmes américaines cantonnées au rôle de ménagères sont bel et bien révolues. Madge, la sympathique esthéticienne de Palmolive, soigne les mains usées par la vaisselle des femmes d'intérieur depuis des lustres. Désormais, ses clientes ont de nouveaux défis à relever. Hi, big interview, Madge, assistant credit manager. Better write off these hands. Les publicitaires disent « Voilà ce que les femmes veulent. Elles veulent être indépendantes. On va exploiter ce filon. » Ils doivent aborder les femmes différemment. Voici venue la femme nouvelle. La mère, la collègue, la superwoman qui peut tout mener de front. Les cigarettes Virginia Slims vendent du glamour et de l'indépendance aux fumeuses depuis 1968. En 1971, elles déclarent même les femmes biologiquement supérieures aux hommes. À l'occasion de l'un de ses tout derniers spots publicitaires à la télévision, la marque célèbre les droits des femmes. Très loin de l'image traditionnelle de la femme au foyer américaine. Les personnages féminins de Mad Men résument bien l'évolution de leur statut depuis les années 1950. Il y a Betty, qui est une épouse au départ et qui cherche désespérément à affirmer son individualité. Il y a Joanne, qui est indépendante, mais dont les pères sont dans un rôle plus traditionnel. You're in their country. Learn to speak the language. You don't talk that way. I don't need to. Et enfin, il y a Peggy, qui est plus jeune. Elle appartient à un groupe de femmes qui font preuve de beaucoup plus d'individualité à mesure qu'elles gravissent les échelons. No one in this room knows more about the Burger Chef customer than Peggy Olson. Leur monde change. Megan arrive. Pour moi, c'est la première femme moderne de la série. Les autres femmes ont une marge de manœuvre plus réduite.
sauf si elles veulent être des pionnières. Dans les années 1970, tous ces segments sont présents sur le marché. Mais cette révolution ne se fait pas en un jour. L'industrie publicitaire, majoritairement composée d'hommes, n'envisage les femmes que sous un seul angle depuis très longtemps. Malgré les nouveaux rôles des femmes, le sexisme dans la publicité et dans la vie perdure. Je crois que j'ai cessé de me considérer comme une citoyenne de deuxième ordre il y a seulement une dizaine d'années, vers l'âge de 70-80 ans. Je me suis dit, Jane, tu as quand même accompli beaucoup de choses. Et pendant mes 45 ans de carrière dans la publicité, je me suis vraiment sentie asservie aux hommes. La publicité, même celle conçue par les femmes, reflète et renforce cette culture. Les femmes vivaient dans un monde très différent à l'époque. J'ai écrit une publicité pour Patricia Neal. On a travaillé ensemble pour Maxim Coffee. Je l'ai revue récemment et j'ai dit « Jane, quelle horreur! Tu as vraiment écrit ça? Car c'est moi qui ai écrit la réplique. Je trouve que Maxim est un très bon café. Mais surtout, mon mari le pense aussi. » La publicité ne se résume pas aux publicités qui sont créées. On construit des croyances sur ce que c'est que d'être américain, que de faire partie de cette société à travers les choses que l'on voit. Cette campagne pour la compagnie aérienne National Airlines a pour slogan « Fly me », envole-moi. Une formule que les hôtesses de l'air sont tenues d'arborer sur leur uniforme. L'organisme national pour les droits des femmes s'élève contre cette publicité. Malgré la controverse, ou peut-être grâce à elle, la campagne est un immense succès qui fait grimper de 19% le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne. I'm Marisa. I've got non-stop flights to Miami every day. Fly me. Les femmes actives veulent et méritent le respect. Soutenues par la voix de féministes connues, elles ripostent. Le mouvement féministe initié au milieu du 19e siècle pour obtenir le droit de vote connaît un nouvel essor dans les années 1960 et 1970. L'industrie publicitaire surfe sur cette vague et rien n'illustre mieux le nouveau respect des agences de Madison Avenue pour la femme libérée qu'une certaine Charlie. Charlie est un parfum créé par Revlon. Jusque-là, leur message était « Les hommes vont vous aimer si vous êtes belle. Et grâce à ce produit, vous allez vous sentir belle. » Mais là, Charlie ne parlait pas de beauté. Cette fois, Charlie incarne un savant dosage de réussite professionnelle et de sensualité. En 1973, l'actrice et future drôle de dame Shelley Hack fait ses débuts en tant que Charlie. C'était une définition de ce que cette nouvelle femme pouvait être. Et je crois que c'est ce qui a plu aux gens. Car ce n'était pas flagrant. Ce n'était pas quelqu'un qui disait « Hey, je suis libérée ». Ce n'était pas menaçant ni effrayant. Elle avait l'air de s'amuser. Mais elle était indépendante. Elle arrive seule dans un restaurant, ce que les femmes ne faisaient jamais. Elle porte des vêtements très féminins, mais ce sont des pantalons. Elle salue tout le monde, elle jette son chapeau au pianiste, elle fait un pas de danse avec un homme et elle s'assoit à une table où un autre homme l'attend. Charlie crève l'écran. L'homme qu'elle retrouve est assis. On ne voit même pas son visage. Now the world belongs to Charlie by Revlon. C'était très ambitieux dans le meilleur sens du terme. C'était un peu hors de portée, mais pas complètement. Le message, on peut être féminine et féministe, parle aux femmes de l'époque. En seulement 3 ans, la campagne conçue par l'atelier de création interne de Revlon fait de Charlie le parfum numéro 1 dans le monde. Les femmes s'arrachaient ce parfum. On le sentait partout. La route est encore longue avant la vraie égalité, mais la publicité met à l'honneur la nouvelle indépendance des femmes. Dans les périodes difficiles, les publicitaires se concentrent sur ce qui compte vraiment, l'amour et la famille, et touchent la corde sensible. Nostalgia, it's a twinge in your heart, far more powerful than memory alone.
Dans Mad Men, Don Draper a le don d'imprégner ses campagnes publicitaires d'une foule d'émotions. This device isn't a spaceship. It's a time machine. Dans les années 1970, jouer sur les sentiments du public américain devient la norme en publicité. Remember how your mother could make everything all better? She still can. Long distance is the next best thing to being there. Dans les années 1970, les agences de publicité essayaient par tous les moyens de faire dans le sentiment. La lessive ne sert pas tant à laver les vêtements qu'à être une mère fière qui s'occupe bien de sa famille. Acheter une voiture, ce n'est pas une question de consommation de carburant ou de taille de moteur, mais de liberté, d'excitation. Climb into a 76 Camaro. Camaro is a driver's car. Face aux nouvelles lois qui encadrent désormais leur profession, les publicitaires espèrent que l'émotion sera un antidote à la méfiance. La réglementation a sans doute contribué à l'éclosion d'une publicité plus sentimentale, plus créative, plus divertissante. C'est un autre aspect du positionnement. I use Pampers, but only Pampers, because they make me feel comfortable. Quelle est la chose qui va toucher quelqu'un et lui donner envie d'acheter tel produit, d'aller à tel endroit, de croire tel slogan? C'est l'essence même de la publicité. Volvo se sert de la controverse autour de la sécurité automobile pour adresser un message qui ne peut pas laisser indifférent. Le positionnement de Volvo est la sécurité. Ça touche cette corde sensible, ce désir et ce besoin de garantir la sécurité de ma famille. Il ne s'agit pas de mécanique. Mettre du sentiment dans la publicité, c'est un art dans lequel Caroline Earl Jones excelle. Caroline Jones parle vraiment des émotions dans ses publicités. Il s'agit d'associer un produit à des sentiments chaleureux. Donc, quand les gens verront une soupe Campbell, ils se diront « Oh, ça me procure un sentiment chaleureux et convivial. Je vais acheter de la soupe Campbell et j'aurai le même sentiment chez moi. » I found a luscious lemon chicken recipe on a can of Campbell's cream of chicken soup. Les campagnes de Caroline Jones, produites pour le marché afro-américain, se concentrent sur la manière dont les produits peuvent susciter des émotions dans la vie des gens. Elle était hors norme. D'abord parce que c'était une femme et ensuite parce qu'elle était afro-américaine. Elle était secrétaire, puis elle est devenue directrice de la création et elle a fini par créer sa propre agence de pub. Elle révolutionne la publicité ainsi que sa propre carrière en ciblant un public que ses confrères ont longtemps ignoré. Aujourd'hui, on appelle cela du marketing de niche. La fin des années 1960 et les années 1970 ont vraiment été l'âge d'or de la publicité noire. Les Afro-Américains étaient considérés comme un marché à part. En 1979, l'agence de Caroline Jones marque les esprits avec une publicité pour la chaîne de restauration rapide KFC. KFC veut attirer davantage de clients afro-américains à New York. La campagne remporte un tel succès qu'elle est adaptée pour être diffusée partout dans le pays. C'est le tout premier slogan développé pour un marché minoritaire, le marché afro-américain. Mais il est tellement populaire qu'il devient le slogan national de KFC et l'image même de la marque. Les Afro-Américains ont du pouvoir d'achat. Pour les séduire, les publicitaires créent des spots qui montrent la société américaine telle qu'elle est. À partir des années 1970, les publicités ont commencé à mettre en scène des Afro-Américains, dans les mêmes situations que celles dans lesquelles ils montraient uniquement des Blancs jusque-là. De la communauté afro-américaine à un public grandissant de consommateurs hispaniques, les publicitaires embrassent progressivement la diversité. La publicité peut avoir une influence énorme sur la société, car elle fait passer des messages subtils sur ce qui est normal. Les luttes pour l'égalité qui ont jalonné les années 1960 portent leurs fruits dans les années 1970. On sort de cette décennie tumultueuse marquée par les émeutes raciales, les assassinats et la prise de conscience de la situation critique des minorités dans ce pays. Le début des années 1970 était une époque aux États-Unis où nos droits étaient définis et établis.
le droit de s'asseoir dans un bar, le droit de voter, le droit d'habiter n'importe où on a les moyens de vivre. I think I'll be a farmer when I grow up. Maybe I'll be a doctor. Les messages télévisés de service public, créés gratuitement par des agences de publicité, montrent la société en mutation et appellent à l'action. Ils se nourrissaient de cette conscience accrue et transmettaient des messages à la population américaine. Fondé en 1941, l'Ad Council est un organisme à but non lucratif qui s'associe avec des agences de publicité afin de créer des messages de service public ou PSA. Ils ont pour mot d'ordre la confiance et visent à encourager le respect, l'écologie et la sécurité. Notre mission consiste à nous attaquer aux problèmes sociaux les plus importants de notre temps. Et à travers le pouvoir de la communication, on cherche à faire évoluer les choses sur ces questions. En 1971, l'organisme se fait le porte-voix du mouvement écologiste en abordant la question des déchets avec l'Indien qui pleure. Some people have a deep, abiding respect for the natural beauty that was once this country. And some people don't. People start pollution. People can stop it. Même si l'acteur Iron Ice Cody est en réalité italo-américain, le magazine Advertising Age classera cette campagne parmi les 100 meilleures du XXe siècle. Quand on la regarde aujourd'hui, on se demande pourquoi elle a eu un tel succès. Mais il faut croire tous ceux qui ont vécu à cette période. C'était une publicité très efficace. La caméra se relève et il pleure sur la destruction et le viol de sa terre natale. Je n'ai jamais vu de meilleure utilisation d'une larme dans toute l'histoire du cinéma. En 1972, l'Ad Council s'associe avec le United Negro College Fund, ou UNCF, et l'agence de publicité Young et Rubicam pour soutenir les universités historiquement noires. Le directeur de l'UNCF de l'époque, Vernon Jordan, considère cette campagne comme un grand pas vers la réalisation pleine et entière des droits civiques. On a fait tomber les murs dans les années 1960. Dans les années 1970, on commençait tout juste à comprendre qu'on n'avait parcouru que la moitié du chemin. A mind is a terrible thing to waste. Ils ont trouvé ce slogan formidable et je n'ai pas hésité un instant. Cette phrase parlait à tout le monde. Du coup, les gens ont eu envie de faire quelque chose. Et pas seulement pour l'UNCF. C'était bénéfique pour tout le pays. For the past 30 years, the United Negro College Fund has helped students change the course of their lives at UNCF colleges. Grâce à cette campagne, plus de 400 000 jeunes ont pu aller à l'université. A mind is a terrible thing to waste. Les campagnes publicitaires et les messages de service public sont enfin en harmonie avec la diversité de la population américaine. Mais la longue tradition des publicités pour enfants commence à faire débat dans une autre bataille de la révolution réglementaire. Mr. Cow. Yes? How many licks does it take to get to the Tootsie Roll center of a Tootsie Pop? I don't know. La réponse à la question posée dans cette publicité de 1970 se situe quelque part entre 700 et 3500 coups de langue. Ce spot publicitaire pour Tootsie Pop était directement lié à mon expérience personnelle, car je n'arrivais jamais à la sucer jusqu'au bout. Je finissais toujours par croquer dedans. Fils d'épicier, Eugène Azam travaille comme directeur de la création à l'agence Donner, basée dans le Michigan. Je savais comment vendre un produit au consommateur car mon père me disait « Quand tu vends une boîte de maïs, tu es obligé d'expliquer à la cliente pourquoi telle boîte est meilleure qu'une autre. » Pour les sucettes Tootsie Pop, la raison est évidente. Elles avaient un cœur fondant. Je ne sais pas si j'aurais pu vendre des sucettes Dum Dum car c'était un simple bonbon dur sur un bâton. Notre concepteur a fait ces petits dessins d'enfants des personnages. Le responsable de l'animation a trouvé ça super et il a gardé cette idée de dessin enfantin. Les Tootsie Pop deviennent un véritable phénomène. Dans la série Kojak, l'acteur principal, Telly Savalas, arrête de fumer et troque ses cigarettes contre des Tootsie Pop.
Mais ce genre de publicité peut envoyer des messages peu intelligibles aux enfants qui ne sont pas encore des téléspectateurs avertis. Ils n'ont pas les capacités cognitives pour distinguer un programme télévisé d'une publicité. Ils ont du mal à faire le tri. Au commencement de la télévision, il s'agissait avant tout de vendre et de vendre encore. Hi, gang. You recognize this mouse guitar? La publicité était intégrée aux émissions. Et vous pouviez avoir Capitaine Kangourou qui discutait avec Monsieur Elan d'un produit. En 1974, le Conseil de l'audiovisuel rédige une loi qui interdit aux présentateurs de vendre des produits dans leurs émissions et proscrit les publicités intégrées aux programmes pour enfants. L'un des principes de base était de distinguer le contenu commercial du contenu éditorial. C'est un problème pour tout le monde, et surtout pour les enfants. Des mères de famille de Boston fondent un groupe de surveillance dont l'objectif est de veiller à ce que cette loi soit appliquée. Cette question a été étudiée de très près dans les années 1970, grâce à cette femme formidable, Peggy Cherin, qui a créé cette association de surveillance à un but non lucratif dans le Massachusetts. Elle a vraiment œuvré pour la mise en place de ces changements et défini de quelle nature devaient être ces changements. L'association de Peggy Cherin découvre que 30% des publicités pour le jeune public vendent des vitamines. C'est une menace pour la santé des enfants qui les confondent avec des bonbons et peuvent en ingérer des quantités excessives. Chaque année, 4000 cas d'empoisonnement à ces vitamines sont à déplorer. Les grandes compagnies pharmaceutiques acceptent de retirer ces publicités des programmes destinés aux enfants. Mais ces derniers continuent d'être bombardés de messages nuisibles à leur santé. Il n'y a pas pire tragédie que les céréales pour le petit déjeuner. Elles sont aussi indigestes que leur boîte. D'ailleurs, mieux vaut manger la boîte. Et bien sûr, ces publicités sont diffusées le samedi matin à destination d'un public facilement influençable, sans parents à côté. Le Conseil de l'audiovisuel, qui a déjà interdit la vente de produits au sein des programmes pour enfants, alerte également les publicitaires sur le fait que les jeunes téléspectateurs ne font pas la différence entre une émission et une publicité. Les législateurs mettent au point un code très précis pour la communication à destination des enfants. On ne peut pas dire quand on s'adresse directement à des enfants dans une publicité « Dis à papa et maman de te l'acheter » ou « Ça te rendra plus populaire à l'école ». Les publicitaires n'ont plus le droit de faire paraître des produits plus beaux qu'ils ne le sont vraiment. Les jouets étaient manipulés à l'aide de fils que les enfants ne voyaient pas. Comme des hélicoptères qui ne peuvent pas réellement voler. Ou ce héros, Nugget, qui ne tient pas réellement tout seul debout. En résumé, les publicitaires qui s'adressent aux enfants doivent faire très attention. Mais des lois plus strictes peuvent aussi se révéler très inspirantes dans les années 1970. Du coup, il est devenu plus important pour nous de faire des publicités qui permettaient de toucher les gens, de solliciter l'hémisphère droit du cerveau plutôt que l'hémisphère gauche, pour capter l'attention et l'imagination du public. Les années 1970 ont donné naissance à un mouvement citoyen visant à protéger les consommateurs. Le cadre qui a été mis en place dans les années 1970 a en fait favorisé la publicité et la créativité. Il a également produit ce nouveau champ d'action dans lequel les consommateurs sont protégés contre les publicités mensongères. Les campagnes inventives nées de la réglementation de la publicité reflètent la mutation de la société américaine de l'époque. Une société nouvelle qui embrasse la diversité, le féminisme et les rêves d'un monde meilleur. Jeudi, une épopée incroyable